Merci de nous accueillir ici déjà. Oui, je vous ai dit ça pour expliquer un peu mon parcours. C'est vrai que c'est une question qu'on ne me pose jamais, qui est un peu drôle de me demander pourquoi faire sciences politiques, ça permet de comprendre mieux le jeu des acteurs. Mais donc j'ai un peu besoin d'expliquer mon parcours très rapidement. C'est vrai que j'ai fait des études d'architecture et ensuite j'ai eu besoin très vite enfin j'ai travaillé chez des paysagistes. Donc pour comprendre, ils travaillaient sur l'aménagement des espaces publics. Et rapidement, évidemment, j'ai compris que l'aménagement du territoire répondait à des enjeux politiques et j'ai eu envie de faire ce master à sciences politiques pour comprendre comment se prenaient les décisions, comment finalement toutes ces disciplines qui sont à la fois l'économie, le droit, le foncier, les stratégies territoriales, comment ça fonctionnait. Et voilà, on n'est pas obligé de faire Sciences Po pour le comprendre, mais disons que c'est un accélérateur, et je ne suis pas là pour faire sa promotion, mais en tous les cas, c'est un accélérateur pour comprendre le jeu des acteurs et justement voilà, comprendre ensuite quand on est dans des projets, et j'ai eu l'occasion de travailler très rapidement dans des projets internationaux où il faut comprendre très rapidement qui prend la décision, qui a quel pouvoir. Et je pense que voilà, cette formation m'a vraiment aidé à le comprendre. Sachant que les architectes sont responsables de tous les aspects d'un bâtiment, de sa conception au suivi économique en passant par sa réalisation, c'était important donc de connaître la sociologie des responsables publics. Oui, disons qu'en des études d'architecte, et Philippe Madec pourra peut-être me confirmer, mais on n'apprend pas du tout ces disciplines, enfin, on les enseigne très peu, et l'architecture, c'est vraiment c'est le dessin, c'est le projet du territoire ou du bâtiment, mais aujourd'hui la ville est tellement complexe que de comprendre qu'il y a des partenariats, et puis moi c'était il y a quelques années maintenant, mais les partenariats privés-publics, même si ce n'était pas du tout des PPP au début, c'est quelque chose de fondamental. Mais aujourd'hui, malheureusement, si je devais faire le rapport avec le thème qui est le nôtre, celle de la ville zéro carbone, s'il y a un petit rapport, une petite relation à faire, je dirais qu'aujourd'hui, je trouve que le partenariat, il est avant tout financier souvent, alors qu'il y a vraiment un partenariat de compétences partagées et collectivement et engagées qui devrait être vraiment la base des partenariats et de la compréhension des jeux des acteurs. Merci. Lina Gottmet, vous aussi, d'une certaine manière, vous êtes dans une démarche un peu analogue, si j'ose dire, puisque vous inversez la tendance en partant des ressources, des matières, pour penser la construction et non forcément répondre aux projets pensés, voire même parfois conceptualisés par le donneur d'ordre. Vous partez plutôt des ressources. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a pour objectif de décarboner la ville et de concevoir des projets durables, on a tendance aussi à inverser un peu notre méthode de conception et de se poser la question quelles ressources on a et avec quoi on peut construire. Disons que les déchets aujourd'hui deviennent ressources, et c'est vrai que c'est un processus qui est intéressant de penser l'architecture par le réemploi sans pour autant compromettre l'esthétique ou bien la beauté voulue dans l'architecture qu'on veut. Donc c'est un processus circulaire qu'on veut mettre en place et qu'on essaye de développer. C'est aussi une façon de réfléchir qui est aujourd'hui pas forcément instaurée, puisque de trouver les banques de matériaux, pouvoir avoir un recensement, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place dans Paris, en France et dans le monde. Quels sont les freins encore à lever pour aller plus loin dans cette démarche ? Déjà, il y a les freins en termes de réglementation, puisque le réemploi incite aussi à se poser la question de ce matériau, est-ce qu'il est recensé feu, etc. Toutes les réglementations liées aux matériaux de réemploi, mais aussi à trouver les banques, les banques de matériaux, et aussi l'instantanéité, parce que ça veut dire aussi que quand on va construire dans un certain contexte, on doit retrouver dans un rayon qui
qui est à proximité, quels sont les matériaux disponibles s'il y a un chantier qui a lieu ou bien une démolition d'un immeuble à côté, est-ce qu'on peut reprendre ces matériaux? Donc il y a une certaine aussi instantanéité dans l'architecture qui doit être assurée dans la réflexion et la conceptualisation d'un projet. Philippe Madec, vous aussi, vous êtes plutôt partisan d'une frugalité heureuse, c'est-à-dire le titre d'un de vos manifestes il y a quelques semaines, et vous me disiez, il faut plus de low-tech, moins de high-tech. Oui, au début de cette année, avec deux amis, un ingénieur Alain Bornarel et une architecte Dominique Gozin-Muller, nous avons lancé le manifeste pour une frugalité heureuse et créative pour l'aménagement des territoires urbains et ruraux. À la fois parce que nous nous sommes dit qu'il fallait agir, ne pas attendre, peut-être arrêter de demander de l'autorisation pour faire différemment, notamment parce que ça ne marchait pas toujours dans ce sens-là, et aussi parce que finalement les urbanistes, les architectes, les ingénieurs, les maîtres d'ouvrage sont responsables d'une grande partie du dérèglement climatique, du fait que 40% des émissions de gaz à effet de serre sont issues du bâtiment, 20% viennent du déplacement, et que dans les déchets dont vous parliez, 60% des déchets sont issus du bâtiment et non pas de la vie quotidienne. Et puis quand on regarde comment les bâtiments, depuis qu'on s'est engagé dans ces histoires d'éco-responsabilité et de maîtrise de l'énergie, comment finalement cette conception plutôt tournée vers la technologie que son absence a fait que le poids de la partie technique du bâtiment est passé de 15 à 25% dans chacun des bâtiments, et qu'en même temps, les primes d'assurance ont grandi parce que finalement les soucis techniques ont fait que s'aggraver. On sait bien, hein, plus un système technique est complexe, plus il est sujet aux soucis. Tout ça amène à penser différemment l'établissement humain. On ne va pas juste dire le bâtiment ou la ville, mais bien notre façon de nous installer sur cette terre, et voilà, comme vous l'avez dit toutes les deux, en réfléchissant autrement à la ressource, à la façon de travailler en même temps. Et voilà, nous l'appelons la frugalité heureuse et créative. Et aujourd'hui, sans aucune recherche sur des sites spécialisés en pétition, nous arrivons aux 5000 signataires, tous engagés. Finalement, des gens sans doute isolés, qui se sont retrouvés autour de cette idée de faire différemment et positivement pour la Terre. Et donc le peuple de l'éco-responsabilité existe, pour le dire comme ça simplement, et ce peuple se manifeste et se reconnaît aujourd'hui. Y compris les élus locaux qui délivrent les permis de construire? Alors, il nous manque des élus, mais ce que l'on a réalisé, c'est que depuis que le manifeste est apparu, il y a une association qui est en train de naître, qui s'appelle La Mouette. Joli nom, n'est-ce pas? La Mouette, c'est la maîtrise d'ouvrage engagée sur les territoires pour la transition écologique, pas mal, hein, et que cette mouette cherche justement à rassembler des maîtres d'ouvrage, et il y en a vraiment. Il ne faut pas croire que seule la maîtrise d'ouvrage est engagée, que cette maîtrise d'ouvrage se rassemble, elle aussi se reconnaissent, et finalement porte des choses un peu compliquées. Vous savez, par exemple, quand on essaie de faire des réalisations qui ne sont pas conformes à la règle, qui ne sont pas conformes à la loi, il faut faire ce qu'on appelle une ATEX, une autorisation technique expérimentale, qui coûte de l'argent. Et en fait, cette mouette s'est dit, mais peut-être que nous, maîtrise d'ouvrage, nous pourrions nous mettre ensemble pour payer le prix de ces ATEX et avancer l'histoire. Merci. Travailler sur des matériaux biosourcés, recycler davantage les déchets du bâtiment, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est le même nom en anglais. Comment vous y travaillez au quotidien? Well, for me, one of the most promising models for the circular economy is actually looking at ecosystems. So some of the characteristics of ecosystems, I'm talking literally biological systems, are exactly the kind of characteristics that we need to start looking at in cities. So we know at the moment that cities have a very linear metabolism. We consume resources at one end and produce waste at another end. But of course, ecosystems are very closed loop. All the resources are stewarded within closed loop cycles.
And there's a lot that we can learn from those, and I think we're going to increasingly see cities modeled on ecosystems. So in an ecosystem, all the waste from one organism becomes the food for something else in that system. And we can do the same with our buildings and industrial systems. And I think one of the really big opportunities is to bring together the cycles of food, energy, water, and waste. Conventionally, we've done those very separately, geographically separately. And with that separation, it makes it very difficult to achieve synergies. But if we can bring those together, then we can actually transform big problems of waste into really big opportunities for the circular economy. How could you explain it about everybody? How would I explain it? The need of Well, I mean, advancing. one example is a place in Denmark is called Kalundborg. It was actually an industrial estate where, as part of planning policy, they co-located a number of industries in the same place, and they all shared each other's resources. So the waste heat from the power station was used as process heat for the industries and for fish farms around. The waste ash from the power station was used in a plasterboard factory. There was also waste heat used in local horticulture, so that was providing food for the local town. And there were a lot of these interlinked synergies. And that meant that they were able to achieve a really substantial reduction in CO2 emissions, as well as a big reduction in water consumption and a big reduction in solid waste. Thank you. Anne Durand, le maître mot, on l'a compris, c'est les synergies. Est-ce que c'est le mot aujourd'hui qu'il faut adopter dans une démarche de création de la ville et de plus sortir des visions planificatrices d'autrefois? Eh bien, je ne peux que répondre par la positive, oui. D'autant que parce que si vous me posez cette question, c'est par rapport à un ouvrage que j'ai écrit suite à une thèse sur la mutabilité urbaine, en me disant que voilà, face à un futur incertain, on ne pouvait plus répondre par la planification, qui est un modèle révolu, et on le voit à travers aussi les différentes démarches de nombreuses villes, et Paris en fait partie. Qu'il y a des systèmes un peu alternatifs qui se mettent en place et que la planification, qui était une réponse à un modèle, à une époque en pleine croissance, n'est plus de mise. Et donc j'ai, suite à des études de recherche sur Mexico, une ville qui a beaucoup à nous apprendre, et qui n'est pas du tout dans la planification, et j'avais un autre terrain de recherche qui était Nantes. Et donc, à partir de là, j'ai développé le concept de mutabilité urbaine que je définis comme la capacité des villes à accueillir le changement et à favoriser les possibles. Et donc, j'ai défini plusieurs conditions pour la mettre en œuvre. 3 conditions qui répondent un peu à votre question. Donc, les 3 conditions, c'est donc accueillir le changement, ça veut dire avoir un récit commun, il y a plein de sous-conditions. La deuxième qui est importante, c'est accepter l'incertitude. Auparavant, l'incertitude, c'était un frein dans les projets. Aujourd'hui, on voit qu'elle peut être aussi un système, un moteur, un élément structurant. Tout ce qu'on fait avec le temporaire est une réponse à cette manière de répondre à l'incertitude. Ça réduit l'empreinte au sol aussi. Et ça réduit aussi l'empreinte au sol puisqu'on ne construit pas ou on ne laisse pas vacant un espace, mais on l'optimise en le réexploitant. Du coup, ça réinvente des notions entre l'espace et le temps. D'ailleurs, j'ai travaillé avec le bureau de Rennes, le bureau des temps à Rennes Métropole, et qui sont, ça fait partie de ce concept de mutabilité qui, en fait, c'est pas qu'il n'invente rien, mais qui vient poser qui vient théoriser un peu nos modes de faire et comprendre où on en est aujourd'hui par rapport à toutes ces questions. Le bureau des temps, c'est adapter les horaires pour ne pas tout concentrer au même temps, pour moins de congestion, moins de flux. Oui, c'est un concept qui existe depuis, une démarche qui existe depuis longtemps, depuis les années 70. Il y a eu beaucoup de bureaux des temps en France, et puis finalement ils ont un peu tous disparu.
enfin, beaucoup ont disparu. Celui de Rennes est encore très actif. Et ils se rendent compte qu'en décalant simplement, parfois, en travaillant avec les universités, en décalant d'un quart d'heure le temps de l'arrivée des étudiants, bah, finalement, ils décongestionnent tous les moyens de transport. Enfin bon, voilà, c'est plein de démarches de voir comment le rapport, parce qu'on a tous un rapport au temps qui correspond à notre métier, à notre, enfin, à plein de données, et on voit qu'en en modifiant notre emploi du temps, on peut avoir un impact très fort sur la ville. Anne Durand vient de parler de réinventer. Michael Pavlin a parlé de 4 piliers, l'eau, l'alimentation, les déchets, évidemment j'ai oublié le 4e, l'énergie. Donc, on va parler de réinventer Paris. Et vous travaillez notamment sur le projet Réalimenter Masséna, qui est justement faire de l'agriculture urbaine. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus et quels seront les gains pour les habitants ? Donc sur ce projet-là, j'aimerais juste rebondir aussi à ce que Anne Durand avait abordé, c'est la question aussi de la temporalité et de la construction, dans le sens où la temporalité en fait d'une construction. Et dans ce projet-là, on construit en bois, donc l'idée c'est aussi de construire en pensant la déconstruction ou le désassemblage du projet. Donc on réfléchit dès en amont à la disparition ou bien aux réutilisations de la matière de ce projet, puisque c'est en bois, ça peut s'assembler, ça peut se désassembler et la matière redevient encore toujours ressource. Donc c'est une façon aussi de réfléchir toujours de façon circulaire le projet, mais aussi d'intégrer l'incertitude comme un élément fabricateur d'un projet. Après, sur le thème lui-même du bâtiment, qui est un programme orchestré autour de l'alimentation, là, on pense l'importance aussi du programme qu'on instaure dans un projet, qui est celui de l'alimentation, pour défendre l'alimentation durable, en pensant que l'alimentation, c'est le premier élément qui nous rapporte ou qui nous ramène à la terre. Donc, si on veut vivre de façon durable, il faut aussi changer notre façon de s'alimenter et créer un lieu de culture autour de l'alimentation où on peut à la fois apprendre que si on mange localement, on réduit notre impact sur l'environnement et de créer, comme on crée un musée autour de l'art, on crée un musée autour ou bien un lieu de culture de l'alimentation où on peut penser aussi la programmation de façon circulaire. On peut planter dans ce lieu, on peut créer des lieux qui sont autour de l'éducation, sur ce qu'on a planté, sur la biodiversité qu'on a développée, où on peut cueillir, on peut cuisiner ensemble, on peut aussi composter, et puis ainsi de suite, on recrée le compostage, on renourrit notre agriculture. Donc créer une mixité programmatique qui est essentielle pour aborder tous les maillons d'une alimentation durable. Ce qui est intéressant, c'est aussi dans une programmation, dans une réflexion comme ça à blanc dans un projet, puisque ce projet-là de réinventer Paris, il n'y avait pas de programme imposé et on a dû, avec différents acteurs de plusieurs disciplines, imaginer cette programmation. C'est que la mixité devient naturelle. Ce n'est pas juste une superposition de différents programmes que voilà, ça fait intéressant de les superposer, mais ils sont essentiels. En fait, ils constituent en soi un écosystème interlié entre les différentes fonctions pour finalement défendre un développement durable et une nouvelle façon de vivre la ville. Est-ce que ça passera aussi par une sensibilisation des jeunes habitants ? Tout à fait. Donc l'objectif, c'est pas un projet introverti, c'est justement un projet ou tout projet qu'on imagine intervenir avec en tant qu'architecte, urbaniste, penseur de la ville, c'est de réfléchir ces projets en impact par rapport à leur environnement et en dialogue avec l'environnement et l'usage que ces bâtiments vont avoir, et penser à une culture qui s'instaure et qui dialogue avec les habitants du quartier, voire de Paris, voire à l'international. Donc c'est aussi la question du cercle, elle est dans le fonctionnement, mais elle est aussi dans l'impact qui est
aussi bien local qui passe bottom-up, donc c'est de la micro-échelle à la macro-échelle, aussi bien international, puisque le sujet il est aussi d'intérêt international. Bien avant les Gilets jaunes, Philippe Madec, Jean-Louis Missika, oui, il faut toujours faire une touche d'actualité, hein. Jean-Louis Missika, adjoint entre autres à l'urbanisme, à l'architecture et au Grand Paris, vous avez dit un jour il faudra arrêter le béton comme on est en train d'arrêter le diesel. Et vous-même, vous m'avez dit oui, arrêtons la monoculture du béton. Outre le bois, est-ce qu'on a d'autres solutions ? Jean-Louis Missika était assis exactement là au moment des journées biomimo, sur le biomimétisme et l'intérêt du biomimétisme dans la conception des villes et des architectures. Il est effectivement dit très clairement mais arrêtons le béton comme nous arrêtons le diesel. Je vais revenir sur ça, mais permettez-moi, comme vous l'avez fait, de faire un petit détour sur les propos d'Anne Durand. Parce qu'en fait, ils sont très importants. J'étais, il y a 2 ans, expert de l'ONU pour le sommet Habitat 3 à Quito. Et étonnamment, en tout cas pour des gens qui viennent des pays planifiés, la question de la planification est arrivée comme un enjeu majeur sur la conception des établissements humains. Pour 2 raisons qui peuvent sembler antagoniques, mais qui finalement arrivent au même résultat. On va dire le bordel de la ville spontanée et le bordel de la ville capitaliste sans planification. Ce que je retiens de votre propos, c'est en fait l'intérêt qu'il y a d'intégrer la question du temps dans la pensée de la ville et de ne pas s'en tenir au plan, mais bien d'intégrer finalement la question du vivant dans la pensée de l'établissement humain. Il est certain que quand on intègre ce qu'on appelle la chronotopie, c'est-à-dire la pensée du temps liée à l'espace, finalement on réussit à déployer la question de l'espace. Ce qui renvoie à la question de Missika, mais que je transforme très légèrement en disant « Mais bon sang de bois, est-il toujours utile de construire ?» Et je pense que cette question-là, on n'a pas fini de se la poser, certainement encore plus maintenant, d'autant plus que l'on sait qu'à partir de 2050, même si la courbe de la population augmente, elle décroît très légèrement. Et donc, si on doit continuer à construire, je serais assez d'accord avec Jean-Louis Missika. L'architecture et le bâtiment au XIXe siècle se sont finalement renouvelés grâce à l'acier. Le XXe siècle, ça a été grâce au béton. C'est bon, quoi. On connaît les soucis de cette monoculture du béton. Le XXIe siècle, c'est certainement les matériaux biosourcés, les fibres. En fait, finalement, comment la ville retrouve des conditions de nature, ou en tout cas, comment la ville est capable de réintégrer cette question du vivant, y compris dans les matériaux qui lui permettent de se construire. Et je vous fais une relance provocatrice. Le béton reste quand même un piège à carbone. Ah, c'est intéressant. C'est une assertion ou c'est une question? Une relance. Oui, une relance. Non, je pense que l'on sait les difficultés qu'il y a aujourd'hui avec le béton, que ce soit dans l'énergie grise nécessaire pour sa réalisation, que ce soit pour les matériaux qu'il est nécessaire de mettre en œuvre, dont le sable pour ça, ou les situations géopolitiques étranges que ça impose à certains cimentiers, y compris des nationaux. Donc je pense que le béton a encore du sens pour certains usages, il est vraiment utile, mais il ne faut pas penser qu'il est seul capable de répondre à toutes les questions qui sont posées par la construction, notamment la surélévation des villes, par exemple. Oui, bien sûr, ça, la surélévation des villes, il y a peu de projets qui se font en béton. Michael Pavlin, justement, quand on a préparé cette table ronde, vous me parliez de design durable, où les gens sont en meilleure santé, sont plus productifs. C'est vrai que dans des bâtiments mal rénovés, les gens sont en moins bonne santé, peuvent avoir des maladies parfois mentales avant d'être physiques. Comment vous, justement, vous avez cette approche dans votre travail du design durable ?
Yeah, thank you. So I will answer that point, but I'm just keen to pick up on something that Philippe was saying about concrete. Because one of the problems with the way we make things is that it's very different to the way things are made in biology. So the nearest thing to concrete in biology is coral. That's a mineral structure. But when we make concrete, we release huge amounts of carbon into the atmosphere. When coral grows, it takes carbon out of the environment and fixes it into a material. And there are technologies now that are getting quite close to achieving this biomineralization or geomineralization. And another example of a difficult material, glass. Glass is very energy intensive to make. You have to heat it up to very high temperatures, and you have to excavate sand and stuff from the ground. But there are equivalents in biology. So there's a sea creature called a glass sponge, and that is made of fibers that are glass with higher optical quality to human-made glass fiber. And that creature makes it out of available materials in the sea at ambient temperature and pressure. So those technologies are slightly beyond us at the moment, but that's the kind of thing that we should be researching intensively, because that would allow us to make materials in a much more benign way. But now coming back to your question about making buildings so that they enhance our well-being and so on. So as you can probably guess by now, I'm going to talk about biomimicry again, because I do find biomimicry is a very good source of these kind of solutions. And if we're going to achieve zero carbon, then it's really important that we find every opportunity to achieve energy efficiency in the buildings that we make. And for those of you who are not familiar with biomimicry, it really involves looking at how problems have been solved in biology and then learning from that to design solutions that suit human needs. We designed an office building recently that did this. So we got together a really excellent team of polymaths and fantastic engineers and one of the best biomimicry professors in the world. And the way we went about this was that we divided the challenge up into different functions, such as how we would bring light into the building, how we would keep it cool, how we would protect from fire, how we'd make the structure as efficient as possible. And then with our biologists, we looked at examples in biology, solutions to that. And so just taking one of those, we looked at the subject of daylight and how daylight is gathered and distributed in biology. And we looked at plants and animals that did this in really interesting ways. And there's a type of fish, this might sound bizarre, but there's a type of fish called a spookfish, which has amazing mirror structures in its eyes. And those mirrors are able to focus low levels of light coming up from the ocean. That gave us the idea of incorporating a large mirror in the atrium, in the center of the building, that would bounce light into the lower floors. And then we also looked at a rainforest plant which lives at the forest floor where light levels are quite low, and it has evolved little lenses all over its leaves, and those lenses are able to focus diffuse light. So that gave us the idea of creating light gathering devices on the roof that would focus light into fiber optic tubes so that we could then conduct it around the building to where we need it. And that's the kind of thing that biomimicry can do. It can help us create buildings that use energy much more efficiently, that use less resources, and also produce internal environments that enhance our well-being and productivity. Ok, thank you. Anne Durand, on a déjà un peu parlé de la construction en bois, mais on n'a pas dit que c'était aussi un piège à carbone. Et on est quand même sur un forum Objectif Zéro Carbone. Vous, ça fait peu de temps que vous y travaillez, enfin, quelques temps que vous travaillez là-dessus. Oui, en effet, les premières réalisations en 2009, enfin, nouvelles réalisations, parce que j'ai commencé plutôt par des réhabilitations, je les ai faites en bois massif, ce qui était assez nouveau, il me semble, en France. Et après, j'en ai fait d'autres en le mêlant à de l'habitat participatif, parce que enfin, voilà, mon engagement en tant qu'architecte, c'est à la fois d'essayer de construire
de la manière la plus respectueuse. Après, faut-il encore construire? Ça, c'est une vraie question que je me pose aussi. Et donc, et l'habitat participatif, pour moi, c'est aussi un enjeu social important dans mon métier d'architecte, de ne pas construire pour je ne sais pas qui, mais construire avec. Et donc, par rapport à votre question, eh bien oui, on sait que le bois absorbe le CO2 et on sait aussi que même quand il est coupé, il continue à quand il est dans une construction, il continue encore à le stocker. Donc oui, c'est un piège à carbone, simplement. Mais encore, il faut s'assurer que le bois soit français, parce qu'on a quand même un tiers du territoire qui est couvert par les forêts et beaucoup encore de bois vient de Chine ou d'ailleurs. Eh bien ça, il faut faire attention en effet que ce bois soit de forêt certifiée. Et on sait aussi que les forêts européennes se développent très rapidement. J'ai vu des chiffres, c'est 500 000 hectares chaque année, et que finalement c'est très important de couper les arbres, d'arrêter cet accroissement des forêts, parce que quand l'arbre ne pousse plus, il absorbe plus de CO2 et que la forêt ne se régénère plus. Donc c'est important d'avoir en effet ce renouvellement de forêt, et après ça c'est à chaque architecte, à chaque entreprise d'être vigilant sur le bois qu'il utilise. Pour l'instant, moi, je crois que j'ai fonctionné qu'avec du bois qui venait d'Autriche et d'Allemagne. J'ai pas encore construit, bizarrement, ou je crois pas. Enfin, en tout cas, elles viennent de forêts certifiées, mais j'ai pas construit avec de forêts françaises. Mais voilà, la quantité de bois, en tout cas, augmente chaque année. Et donc, j'ai lu un chiffre qui me semblait incroyable. Je vais le retrouver. C'est le... Bon, je le retrouverai, je vous le dirai tout à l'heure. Non, chaque seconde, le volume des forêts européennes augmente de l'équivalent d'une maison en bois. C'est-à-dire que chaque seconde, on pourrait... Est-ce qu'on peut arriver à cette conclusion que chaque seconde, on pourrait faire une maison en bois? Ce serait nécessaire pour renouveler les forêts. Et surélever, oui. Surélever les métropoles. Bah ça c'est encore un autre sujet, mais oui, ça je pense que c'est un sujet, je pense pour nous tous, qui est un peu la clé de l'avenir, enfin, de laisser le foncier foncier restant et les terres fertiles pour s'alimenter, et construire sur ce qui existe déjà. J'ai animé plusieurs workshops avec les ateliers de Cergy, et souvent c'est sur toute la région Île-de-France, et voilà, on se rend évidemment compte que l'enjeu est urgent d'arrêter l'étalement urbain. Arrêtons de construire, comme on disait tout à l'heure. Lina Gottmey, quand on préparait, vous m'avez dit une phrase que j'ai retenue et que j'ai notée. Être intégré dans la nature, c'est être conscient de son environnement. Donc, pour extrapoler, avant même que vous répondiez à cette extrapolation, vivre dans des matériaux biosourcés, comme le bois, c'est aussi prendre conscience de tous les enjeux zéro carbone, autres la mobilité, par exemple, pour ne citer que ça. Mais c'est vrai qu'on oublie parfois le bien-être aussi que ça procure d'être proche ou d'habiter dans un matériau qui est naturel. En tout cas, je réfléchis toujours à quand on va construire un bâtiment, si ce bâtiment est entre guillemets mangeable, en tout cas mangeable par la terre. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que ce bois peut disparaître, que cette terre peut redevenir terre, que si on construit en pierre, c'est de la pierre, alors que le béton ne l'est pas. Donc ça reste en fait, ça bloque sur la terre. Donc il y a déjà un bien-être, on se sent bien d'habiter dans un bâtiment qui est fait avec un matériau naturel. Et on oublie aussi la nécessité d'être proche de la nature en tant qu'être, parce que on est né de la nature, donc on a besoin d'être
d'être proche de la nature, de voir les saisons passer, d'être proche d'un jardin et de la comprendre et de quelque part aussi vivre un temps plus lent. Parce qu'on est toujours dans un rythme assez rapide, assez effréné, et qu'on a besoin comme on a besoin du slow food, on a besoin du slow thinking. Et même en architecture, la question c'est comment on arrive encore à penser, prendre le temps de penser et redéfendre le slow thinking, le slow making, qui nous permet de retrouver une pensée plus durable dans notre conception. Je pense aussi à la conception par le rapport à la nature. Et là, je peux citer un exemple d'un bâtiment que je termine à Beyrouth. Et c'est une tour que j'ai conçue vraiment par les jardins qui habitent la hauteur de la tour. C'est à chaque fois qu'il y a une fenêtre ou une ouverture vers la ville, c'est pensé comme des grandes ouvertures où il y a les jardins qui sont intégrés même dans la hauteur de la tour. Et même la structure elle-même aussi, elle est prévue avec des épaisseurs pour faire planter les jardins. Et il y a aussi l'organicité aussi de la nature, c'est-à-dire de laisser les jardins, la nature pousser de façon plus organique. On a aussi tendance, on le voit, de toujours limiter en fait les jardins, de clôturer, alors que la nature est organique, elle pousse, on laisse une fissure dans le béton et on voit que la nature pousse, et on a besoin de redonner aussi le territoire, la porosité au sol dans les villes. Si on reconstruit aujourd'hui sur des nouveaux territoires, il est indispensable de penser la porosité des terrains sur lesquels on construit et comment on garde cette porosité même si on monte en vertical. Merci. Michael Pavlin, en préparant cette table ronde, vous m'avez beaucoup parlé du biomimétisme, qui pour les non-initiés, il faut le rappeler, c'est l'imitation de la nature dans la construction et l'architecture. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de ce que vous avez pu réaliser en ce sens ? Well, I think that it's worth distinguishing a couple of different approaches that are bio-inspired. So biomimicry is very much a functional approach. It looks at how things function in nature and learns from that to develop innovations that suit human needs. And then there's another very interesting strand, which is biophilia. So biophilia was an idea developed by a biologist called E.O. Wilson. And his idea was that because humans had evolved in direct contact with nature, there was a lot of evidence to suggest that we are happier and more relaxed and more productive if we're in very regular contact with nature. And I think both of those strands are a very important part of a sort of umbrella approach, which I would call regenerative design. So I think it's very important that we move beyond sustainable design to regenerative design. Now, I'm not sure if this is true in France, but in the UK, very often sustainable design has really involved trying to be slightly less bad, use a bit less energy, slightly less toxic materials, that kind of thing. And we know that that's not good enough. We need to set the bar much higher. And instead of just being slightly less negative, we need to strive to be as positive as possible. Yes, so how can you convince engineers in France? Well, I think one of the most convincing building types for this would be, say, a hospital, which is all about human well-being. And recently I visited a hospital in Singapore, which has been designed using biophilic principles. So the whole building is full of plants, and everywhere you are in the hospital, you can look out and see amazing views to nature. And they have achieved significant improvements in recovery rates. And there's another hospital that has done the same thing that has achieved a 50% reduction in the need for pain-relieving drugs. So if you think about those two things, reduction in the use of drugs and faster recovery rates, there's a big human benefit to that, but there's also a big economic benefit. If you can treat people more quickly, then that should be worth a lot. One of the problems we have
is that we tend to have a very simplistic view of economics. And there's one person that's normally responsible for just making the building as cheap as possible. And if you say to them, well, how about we make it 5% more expensive so that we can treat everyone 10% more quickly, that is actually going to be much better in the long run. But it can be quite difficult to win those arguments. And really, we need intervention at a higher level to decide that, well, yeah, we're now going to make all hospitals biophilic so that they treat people more quickly, and they will save a lot of money in the long run. Philippe Madec, Michael Pavlin l'a rappelé tout à l'heure et je vais continuer à vous provoquer. Pour produire des vitres, il faut aussi du sable et de la haute température, comme pour le béton. Mais vous travaillez à un projet à Bordeaux sans ventilation mécanique, justement en travaillant sur la façade vitrée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et comment vous développez cette technologie? En fait, les modernes nous ont offert une bombe à retardement magnifique. La structure béton, le mur rideau et la climatisation. En fait, cette bombe à retardement est en train d'exploser. Donc il serait assez intéressant de se réinterroger sur le contexte, puisque finalement le bâtiment climatisé se moque de la situation dans laquelle il est. En France, on dit d'ailleurs climatisé, dans la langue anglo-saxonne, on dit air conditioning, qui est beaucoup plus intelligent que climatisé, beaucoup plus honnête surtout que climatisé. Donc aujourd'hui, les architectures que je fais, que nous sommes nombreux à faire, sont, comme on dit, bioclimatiques. Elles font attention à leur contexte, elles tirent de leur contexte tout ce qu'il peut leur apporter. Et vous savez, tous les jours, le Soleil offre à la Terre plus d'énergie que ce qui est nécessaire pour l'établissement humain pour exister. Et en utilisant toutes les énergies contemporaines. Donc voilà, se tourner vers le soleil, se tourner vers la lumière naturelle, vers l'air naturel, pas celui qui n'est pas en boîte, c'est une solution très simple pour revenir vers les conditions de nature dont nous parlons finalement tous les quatre à notre manière. Et parmi ces éléments-là, il y en a une à laquelle je suis très attaché, qui est celle de la qualité de l'air. Je sais que la ville de Paris est aussi très attachée à la qualité de l'air, qui est un enjeu de santé publique. D'autant plus important en France que la France a le plus mauvaise qualité de l'air intérieur d'Europe, dit-on. On le dit comme ça, mais je suis prêt à le croire parce que la ventilation hygroréglable telle qu'on l'a produite en France, uniquement basée sur l'hygrométrie, n'est pas tellement maligne. Et donc je cherche effectivement depuis 20 ans maintenant à installer des systèmes de ventilation qui ne sont plus humanistes et moins technologiques. Quand, dans la seconde moitié du XXe siècle, la ventilation mécanique contrôlée est arrivée, toutes les salles de bain et les WC des logements neufs se sont retrouvés au milieu du logement, contre un voile en béton, loin des façades. Ce qui est un signe incroyable. C'est-à-dire qu'on dit aux gens qui habitent chez nous, maintenant tu te lèves, tu vas faire 2 placards avant de regarder le monde. C'est pas possible ça. Et d'autant plus 2 placards avec un air qui n'est pas bon. Donc on a déjà réalisé de la ventilation naturelle, assistée, contrôlée. On a déjà réalisé des logements sans aucun système de ventilation, simplement avec des jeux sur la conception du logement, les entrées d'air. La plupart du temps en faisant venir hors de France des systèmes nécessaires, puisque les lobbies français font tout ce qu'il faut pour empêcher que ces systèmes tout simples arrivent jusqu'en France. Et donc voilà la dernière étape que nous sommes en train de faire, que quand je dis nous, je le dis avec le bureau d'études Tribu, qui est mon partenaire de longue date. Nous avons négocié avec l'État qui est d'accord pour que nous en fassions l'expérimentation. Nous avons négocié la possibilité de faire du logement collectif sans aucun système de ventilation mécanique et sans aucun système de ventilation naturelle assistée contrôlée. Ce n'est pas un truc d'ingénieur, c'est profondément quelque chose qui est lié à l'architecture. C'est l'envie que les gens vivent bien, que les gens finalement aient une relation au monde extérieur de leur logement, à la lumière et à l'air, qui est une relation, on va dire, naturelle, désirable, enviable, possible. Et du coup, ça demande de concevoir des plans de logement
où les salles de bain et les WC ont des fenêtres. Ça, ce n'est pas un truc d'ingénieur. Les ingénieurs nous aident à aller vers ça, nous donnent la manière de calculer la profondeur du logement, la double orientation ou les triples orientations. Mais finalement, arriver à ça, si on y arrive, et on saura dans, on va dire, 5 ans si l'expérimentation vaut, ça peut changer le logement en France, comme l'apparition de la VMC l'a malheureusement changé à la fin du XXe. Pourquoi alors nous vantons autant les capteurs pour atteindre l'efficacité énergétique? Quand vous dites les capteurs, vous pensez à Les capteurs divers et variés Ouais. qui mesurent la lumière, le taux de passage. Si vous voulez, il y a eu un engouement qui a été utile à l'époque. Il faut toujours replacer les choses dans leur histoire. On est en train, tous ensemble, de faire un chemin et à chaque pas, on invente le chemin que l'on est en train de faire. Il a été utile de s'interroger sur tout ça. Mais ce que l'on sait aussi aujourd'hui, c'est que, par exemple, appliquer une réglementation énergétique comme le Passive House à Nice, ça n'a pas de sens. Puisque le passif, c'est sur le chauffage, alors qu'à Nice, l'enjeu, c'est la climatisation. Et que même la réglementation sur le passif n'a pas de sens en Bretagne, tellement le climat est doux. Donc voilà, il faut réinterroger l'ensemble des réglementations qui se veulent générales au nom du spécifique. Tout à l'heure, j'évoquais Quito et Habitat 3, mais je pense qu'on n'en a jamais parlé en France. C'est incroyable, parce que la France était co-responsable d'Habitat 3 à Quito. Ce qui a été mis en avant dans ce qu'on appelle le New Urban Agenda, c'est le fait que c'est terminé les projets génériques. On n'en veut plus, on n'y croit plus, on n'en a plus envie. L'enjeu, c'est toujours les projets spécifiques. C'est-à-dire comment, en fonction des contextes, en fonction des climats, en fonction des cultures, en fonction des sociétés, on trouve des solutions adaptées à un avenir dont on sait à peu près ce qu'il est, puisque c'est l'avenir aujourd'hui qui nous questionne. Pour l'avenir, je vais demander à chacun d'entre vous, Anne Durand pour commencer, une solution à mettre en place immédiatement pour réduire l'empreinte carbone de la construction, de l'architecture. Vaste programme. Je vais avoir la réponse. J'ai envie de rebondir sur le côté être spécifique et sur tout ce qu'on mentionne tous, sur l'adaptabilité, sur savoir regarder ce qui se passe à côté de nous et savoir quels sont les besoins à côté de nous pour répondre aux attentes là. Enfin, je n'ai pas de réponse en effet générique. Ça va dépendre tellement du contexte et de la question précise posée pour... Non, voilà. Je pense qu'il y a quelque part, il faut commencer par soi, en fait, et on se rend compte de penser notre consommation journalière, de penser nos façons de vivre différemment. C'est déjà un premier pas, et c'est pas facile. Parce que vraiment, comment chacun peut contribuer avant même d'être déjà acteur de la ville, avant même d'être penseur de la ville ou de la terre, et de s'ouvrir, de croiser ensemble nos disciplines, parce que les architectes tout seuls ne peuvent pas avancer sans les médecins, sans les biologistes, sans les physiciens, etc. Donc de décloisonner. Well, there are lots of opportunities for saving carbon, but I'm going to choose one that also benefits human health, and that is trying to get better at designing for daylight. So way too often, architects design buildings with a fully glazed facade, and when people move in, the first thing they do is they put the blinds down and turn the lights on, because it's not, the quality of light is not controlled enough. And we need to do much better than that. We need to find ways of bringing the light in so that we get a really good quality of light inside. That will save carbon, and it'll be much better for people's well-being and productivity. Je suis membre du chapitre Europe du Club de Rome, donc permettez-moi juste de laisser parler le Club de Rome,
Il ne peut pas y avoir de développement infini sur une terre finie sans dommages écologiques considérables. Et 30 ans plus tard, le Club de Rome disait avec le facteur 4, 2 fois moins de ressources pour 2 fois plus de bien-être. Merci à vous toutes et à vous tous.